Donc on attend juste qu'il y ait du partage et après on va commencer. Donc, c'est toi qui vas mettre mon écran? Comment? C'est toi qui vas remettre mon écran, bien? Ben non, Parce c'est que... bon, Ah, c'est bon là. Ok, parce que je oui, vois plus le petit cadre vert. Mais bon. ben, ton écran il apparaît donc Ah ouais, donc c'est on bon. attend, voilà. Donc là je vais commencer, d'accord? Ouais, ouais, vas-y. Donc bien sûr avant de commencer, voilà donc je tiens à souhaiter Eid Mubarak Saïd à tous les participants et à tous nos followers. Donc, cette conférence aujourd'hui, elle est donnée par Monsieur Michel Horry. Donc, cette conférence, son titre, c'est Les comètes, beauté du ciel et témoins du passé. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Michel Horry, donc, il est un astronome amateur suisse, découvreur prolifique d'astéroïdes et de comètes. Donc, il est professeur de physique au lycée cantonal de Porrentruy en Suisse. Il a découvert déjà deux comètes, 210 astéroïdes et deux supernovas. Il a participé à la fondation du télescope MOSS à l'observatoire de Camden au Maroc, qui a aidé à découvrir quatre comètes, des planètes mineures et six géocroiseurs. Donc, juste à titre d'information, Michel Horry aussi, il a donné mon nom à son astéroïde, à un astéroïde de la ceinture des astéroïdes qui est nommé 6F. Donc, Michel, merci beaucoup parce que voilà, donc tu as accepté l'invitation pour participer à cette série de conférences que le club High Energy and High Energy and Astrophysics donne. Donc, c'est à toi de la parole et tu peux nous prendre dans ce voyage extraordinaire pour connaître un petit peu le monde des comètes. À vous la parole. Merci Taha. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler pendant une petite heure des comètes. Donc j'ai intitulé cet exposé Beauté du ciel et témoins du passé. En fait, ces comètes ont eu un rôle dans le système solaire. En fait, elles témoignent de ce qui s'est passé et de comment étaient les corps dans le système solaire primitif. Mais en fait, quand on les observe et qu'on a la chance d'en découvrir, finalement, d'abord c'est des petits points, puis après, finalement, quand elles se parent d'une queue et d'une chevelure, c'est finalement des objets d'une beauté extrême. Voilà, je dirais aussi la connaissance de ces objets a quelque chose de beau aussi. Donc voilà le plan de l'exposé. Donc je parlerai des deux comètes d'abord que j'ai découvertes, puis après je parlerai de la trajectoire de ces comètes, de leur aspect physique, de la composition chimique de ces objets. Je n'entrerai pas dans le grand détail, je ne suis pas un grand spécialiste de la composition chimique des comètes. Puis je parlerai de la nomenclature des petits corps du système solaire, comètes et astéroïdes, d'où viennent ces comètes et enfin, finalement, pourquoi ces comètes ont eu un rôle si important dans le système solaire. Alors, premièrement, il y a un petit film ici. Donc, en blanc, c'est la comète de Halley. Hein. Les jours défilent, donc ça va très vite. Et puis, toutes les petits points de couleur, en fait, ce sont les planètes. Hein. La plus grosse, c'est Jupiter en jaune. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que la comète de Halley, dans le fond, nous, on est la petite boule verte ici. Hein. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que, comme la comète de Halley, la plupart des comètes, on ne les voit jamais puisqu'elles sont trop lointaines. Hein. La majorité des comètes ont un diamètre la partie solide de quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres. Donc, la majorité du temps, ces comètes ne se voient pas. Je vais bien dire que ces comètes, en fait, c'est un peu comme les baleines. La plupart du temps, on ne les voit pas, elles sont sous l'eau.
Et puis de temps en temps, ben, elles daignent faire une apparition et puis il ne faut pas les louper. Donc voilà. Donc, quand on est chasseur un peu de comètes, quand on cherche ces objets, ben, on n'a pas beaucoup de chance d'en trouver dans le fond parce que la plupart du temps, on voit bien que la plupart du temps, elles passent leur temps loin ici, près de l'orbite des planètes géantes, hein, là, pour la comète de Halley. Voilà. Alors ça, c'est l'observatoire de Vic ici en Suisse où j'ai trouvé la première comète, une comète périodique que j'ai trouvée en 2008. Donc ça, c'est l'image historique en négatif. Donc si vous voyez cette comète, bah, c'est bon. Si vous ne la voyez pas, elle se trouve là au bout de ma flèche, ici. D'accord. Donc on la voit, là c'est une petite galaxie, ça c'est une étoile brillante. Il y a un phénomène de blooming sur l'image. On voit que c'est une caméra CCD amincie à l'époque. On voit qu'il y a des, c'est pas nickel le fond de ciel. Mais enfin, on voit cette petite comète qui était ici. Alors ça, c'est quand je l'ai découverte en août 2008. Et puis ça, c'est une des meilleures photos qui a été prise de cette comète périodique qui aujourd'hui porte mon nom, qui est la comète 304P Ori. Ça a été fait quand même avec un télescope d'1,50 m en Arizona. Et bon, on distingue évidemment la queue, la chevelure et la queue, mais enfin, ça reste un objet quand même pas exceptionnellement beau, disons. Mais c'est émouvant quand même de trouver une comète qui vient et qui revient. Voilà. La deuxième comète que j'ai découverte, je l'ai découverte à l'observatoire de Lookaiden, donc par l'intermédiaire du projet MOSS, qui est cette petite coupole ici, qui se trouve ici. Qui se trouve ici. Et cette comète, je dois dire, c'était aussi un petit point quand je l'ai découverte, mais en décembre 2013. Mais l'année suivante, en 2014, à l'été 2014, c'est une comète, cette fois-ci non périodique, qui était très inclinée. Elle était presque inclinée à 90 degrés sur le plan de l'écliptique. Et donc, elle venait du nord, je l'ai découverte dans l'hémisphère nord. Et puis, en fait, après, elle passait près de la Terre et près du Soleil dans l'hémisphère sud en août 2014. Et ça a été la deuxième comète la plus brillante de l'année 2014. Donc, voici deux images absolument merveilleuses faites par un amateur anglais qui s'appelle Damien Pitch, qui fait des photographies extraordinaires. Voilà. C'est donc la comète C 2013 V5 Lookaiden, qui porte le nom du sommet proche de l'observatoire de Lookaiden. Alors, ce qui est aussi émouvant avec cette comète, j'ai vu ça après coup, plus qu'une année après, un équipage d'un cargo UPS a fait un petit film de cette comète. En fait, il l'a filmé depuis le cockpit de l'avion en atterrissant à Honolulu en septembre 2014. Donc, on voit qu'ils utilisent un intensificateur de lumière. Hein, on voit cette couleur typique. Là, il y a un avion qui décolle ou qui atterrit. Et puis là, on voit la petite comète Camden. Donc voilà, je dois dire, c'est émouvant de découvrir un objet, mais ça reste un petit point. Et après, si cet objet, dans le fond, s'approche de la Terre, eh bien, on peut voir un objet étendu comme cette comète. Voilà. Et dans le fond, cette comète est aussi passée dans le champ d'une sonde américaine qui s'appelle Stereo. Donc, on la voit ici, dans le champ de la comète Stereo. Voilà. C'était un petit film qui a été fait par M. Watson de la NASA en septembre 2014. Et dans le fond, cette comète, contrairement à l'autre qui a été très peu étudiée, la première, puisque c'est une comète périodique, mais elle était finalement assez peu brillante, cette comète-ci, qui a atteint la magnitude 5,5, a été observée avec deux grands télescopes à Hawaï, le Keck 2 et le IRTF, donc deux télescopes avec des spectroscopes infrarouges sur l'île de Hawaï, qui l'ont observée en septembre de cette année 2014, puisqu'elle était juste visible à l'œil nu. Et il y a quand même beaucoup d'espèces chimiques. Vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espèces chimiques qui ont été quantifiées, donc qui ont été identifiées, et les rapports de ces espèces chimiques ont été analysés. Donc, cette comète, l'observation a eu lieu en septembre 2014 et la publication scientifique
a été fait en décembre 2018. Voilà, c'est un petit peu le temps que met la science pour, dans le fond, acquérir des données et puis 4 ans après publier ces données. C'est assez typique du déroulement de la science, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Deuxième chapitre, la trajectoire des comètes. Donc, j'aime bien cette image ici parce que c'est une image du XVIe siècle. Donc, on voit un arc-en-ciel et une comète. Et dans ce dessin, on peut se demander, tiens, donc on a l'impression que c'est 2 dimensions, mais en fait, c'est 3 dimensions. Et puis, dans ce tableau, on se demande si, qui est le plus proche, l'arc-en-ciel ou la comète. Donc, effectivement, pendant très longtemps, on ne savait pas trop d'où provenaient les comètes. Est-ce que c'était des objets atmosphériques? Donc, pendant tout le Moyen-Âge, en tout cas, on pensait, grosso modo, si on résume, donc on a la Terre avec l'air qui est autour, les planètes ont des trajectoires circulaires et les comètes ont des trajectoires plutôt rectilignes et on les voit quand elles passent dans l'air. Et dans le fond, en passant dans l'air, on pensait qu'elles s'enflammaient. Donc, on pensait que c'était des flammes. D'où les représentations de l'époque, donc du Moyen-Âge, de comètes comme des objets avec un peu les queues font penser à des flammes. On voit même ici un sabre. Et puis ici, on voit aussi un sabre. Et on en parle. Donc ça, c'est des textes. Ça, c'est un texte grec d'un chirurgien du après le Moyen-Âge. Donc, on voit les termes qui sont employés pour ces comètes. Donc, on parle de flammes, de chaleur, qu'elles sont flamboyantes. On dit qu'elles sont horribles, épouvantables, qu'elles sèment la terreur, qu'elles ont la couleur du sang et qu'elles ressemblent à des grandes épées. Donc, en fait, ces 2 idées. Ces comètes sont des phénomènes atmosphériques jusqu'à la Renaissance. Et deuxièmement, ces comètes, on en a peur parce qu'elles sont dans l'atmosphère et que c'est des boules de feu. La première grande avancée en matière de compréhension de la trajectoire de ces comètes a été faite par Tycho Brahe, un Danois qui a vécu au XVIe siècle. Donc, il a observé, la parallaxe de cette comète, c'est-à-dire il a utilisé son point de vue d'observateur et un autre point de vue d'un autre observateur à un même moment pour observer qu'en fait, cette comète n'était pas à la même position sur le fond de ciel. Donc, l'idée de la parallaxe est la suivante. Quand vous voyez, par exemple, le soleil sur les montagnes et que vous vous déplacez en train ou en voiture, et en fait, le paysage, le soleil reste fixe et le paysage se déplace et le soleil reste derrière. Voilà. Donc la parallaxe, donc on se met au point A, on observe cet objet proche, on le voit sur un arrière-plan bleu, et puis si on avance jusqu'ici, on le voit sur un arrière-plan rouge, donc on ne le voit pas à la même place si on est positionné ici et là. Donc Tycho Brahe a fait la même chose avec cette comète ici, le fond de ciel étoilé ici, et puis lui comme observateur ici, et un autre observateur qui était en Allemagne à l'époque. Voilà. Et donc, il a déduit de cette observation de cette comète de 1577, qui était une comète historique, visible dans toute l'Europe durant presque 2 ans, plusieurs mois, qu'elle était 4 fois plus distante que la Lune. Et par conséquent, cette comète n'était pas un objet atmosphérique. La deuxième idée précise sur la trajectoire des comètes, c'est que les comètes ont donc des trajectoires qui ne sont pas des droites, mais qui sont des coniques. Donc vous avez ici les 3 coniques standards, l'ellipse. Si vous faites un plan parallèle à des axes du cône, là vous avez une parabole, et ici vous avez 2 hyperboles. Donc le premier, imaginez que les comètes suivent des trajectoires paraboliques, est un Suisse, c'est un jésuite de Suisse centrale, en 1618, il observe la comète C 1618V1 et il observe cette comète et il explique qu'elle doit avoir une trajectoire parabolique, mais ceci sans le prouver. Et le premier à faire le lien entre l'ellipse et les comètes, c'est l'astronome italien Borelli qui a découvert plusieurs comètes, toujours au XVIIe siècle. Voilà.
la première comète qui a été très étudiée, qui est aussi la première comète découverte avec un télescope, c'est la comète, alors elle porte beaucoup de noms, son nom scientifique c'est C1680V1. Apparemment, la comète Izone, qui s'est désintégrée en 2012, fait partie de cette même famille de comètes. Donc, cette grande comète de 1680, comète de Kirch. Kirch était l'astronome allemand qui l'a découverte au télescope. Comète de Newton aussi, puisque dans les Principia, donc le livre de Newton, on a la trajectoire de cette comète avec la position qui est fitée par une parabole. Et ici, vous avez la ville de Zurich avec cette comète à deux époques différentes dans l'année. Donc, voilà. Donc, c'est la première fois, dans le fond, où une comète est étudiée par un astronome ou par un physicien, en l'occurrence ici Newton, et qui nous explique que les positions sont très bien fitées par une trajectoire parabolique. Voilà. Et puis, évidemment, la comète la plus connue, c'est la comète de 1P, Halley, donc la comète de Halley. En fait, les comètes portent le nom de leurs découvreurs, sauf quelques comètes historiques où il y a plutôt le calculateur qui a été nominé. Donc, la comète de Halley a été vue à 30 passages, mais le premier à identifier que le passage de 1531, 1607 et 1682, c'était justement Edmund Halley, dans son fameux traité sur cette comète, où il prédisait que cette comète allait revenir en 1682, et effectivement, elle est revenue, et c'était un grand succès de la mécanique newtonienne. Voilà. Donc, Halley n'a pas vu sa comète, puisqu'il est mort un petit peu avant son retour. L'aspect physique des comètes, donc ici, vous avez ici, dans un livre chinois qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc vous avez 27 types de comètes. Là, il y a carrément même une croix gammée. Donc on peut se demander, on pourrait imaginer qu'il y a 4 jets que la comète tourne. Enfin, voilà, vous avez les Chinois qui ont beaucoup observé le ciel pendant toutes les grandes dynasties chinoises sur près de 4000 ans. Et dans le fond, ils avaient identifié dans ce document 29 types de comètes. Et ici, j'ai repris un dessin fait par un astronome français, Michel Verdenay, qui est mort il y a quelques mois, qui lui dessinait les comètes. Et donc, on voit certaines comètes, la comète Bennett ici de 70, qui était un beau passage, la comète, par exemple, Arnold-Roland en 1957. Donc, il a fait des dessins et on voit que ces comètes, dans le fond, présentent des formes et des aspects extrêmement différents. Donc, l'idée, c'est de se poser la question suivante, il y a une grande diversité de formes et on peut se demander, quand on les voit à l'œil nu, on peut se demander, y a-t-il un lien entre la forme et la composition de ces objets? Ou y a-t-il un lien entre l'évolution et la forme de l'objet? L'astronome suivant qui a été le premier à exprimer que les queues des comètes étaient antisolaires, c'est peut-être pas le premier à l'avoir découvert, mais c'est en tout cas le premier à l'avoir écrit et répertorié dans un texte. C'est l'astronome Appian au XVIe siècle, qui a observé la comète de Halley. Et donc on a un dessin ici où on voit le Soleil chaque fois, des positions différentes dans l'année, et la comète de Halley, et on voit que la queue, dans le fond, est antisolaire. Et donc on imagine que le Soleil souffle quelque part quelque chose qui se trouve sur cette comète. Donc en fait, si on voit les comètes à l'œil nu, c'est par des phénomènes physiques de 3 ordres, enfin de 2 ordres. La première, enfin de 3 ordres dans le fond. La première chose, c'est que le noyau ici, qui est fait de glace et de poussière, eh bien, il doit s'approcher suffisamment du Soleil pour que les glaces, en particulier de l'eau, du monoxyde de carbone aussi, se sublime, donc se passe directement de glace à vapeur, à gaz. Et cette sublimation, dans le fond, elle va faire quoi? Elle va libérer du noyau du gaz, premièrement, toutes sortes de gaz, en particulier de la vapeur d'eau, et puis aussi, évidemment, cette glace, dans ces glaces étaient prisonnières des poussières, en particulier des poussières carbonées. Et donc, ces poussières sont libérées en même temps que la glace se sublime. Et donc, on verra plusieurs choses dues à ces poussières et à ce gaz.
Premièrement, la poussière, la lumière diffuse dans la poussière. Donc, quand vous avez un rayon de lumière qui entre dans une pièce et que vous voyez la poussière, ben, c'est par diffusion. La lumière est renvoyée dans toutes les directions par la poussière. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Donc, on voit la chevelure, donc le halo de gaz autour, sphérique autour du noyau. Parce qu'ici, évidemment, on ne voit pas le noyau. Donc, ça, c'est la chevelure qu'on voit par diffusion de la lumière sur la poussière. Et la queue de poussière, la lumière du soleil diffuse aussi, et cette queue est aussi en général un peu blanchâtre comme ça. Et il y a une autre queue en général qui, elle, est vraiment rectiligne et antisolaire, qui est la queue de gaz ionisé, donc du gaz qui est électriquement chargé, qui est repoussé par le vent solaire. Et il y a beaucoup de structures à l'intérieur parce qu'il réagit aussi au champ magnétique. Il y a des histoires de magnétisme qui agissent aussi par là. Le bleu, souvent, c'est la molécule C2, mais ça peut être parfois autre chose. Mais en général, c'est la molécule C2. Voilà. Et puis, lorsqu'on regarde une comète, comme la magnifique comète McNaught, il y a une comète qui était visible dans l'hémisphère sud il y a quelques années. Donc ici, j'ai fait la position du Soleil. Et puis, ce qu'on voit, c'est toutes des espèces de stries comme ça. Et en fait, ces stries sont des épisodes d'éjection de gaz et de poussière. Et ici, vous avez un petit modèle. Donc, l'idée, c'est chacune de ces petites courbes, c'est des courbes de taille égale de poussière, donc les courbes blanches, et les courbes rouges sont des courbes de particules éjectées au même moment. Donc, lorsque les particules sont éjectées, la comète se trouve ici. Lorsque les particules sont éjectées, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grosses restent plutôt vers la trajectoire de la comète qui est par ici, et les petits, par la pression du rayonnement solaire, les petites particules s'éloignent plus rapidement. Donc, lors de cette éjection, qui était la dernière, on a la grosse qui est restée là et les petites qui se sont plus éloignées. Et ça, c'était 20 jours avant. Et si on regarde plusieurs jours avant, la grosse s'est un peu éloignée, mais les petites se sont éloignées beaucoup plus. Et ça fait ces aspects, ça fait exactement, ce schéma ici donne exactement l'aspect qu'on voit avec cette magnifique comète McNaught. Donc en fait, les grosses poussières sont ici, les petites sont sur ce bord-là, et dans le fond, quand on prend des zones comme ceci, ces espèces de filaments, c'est des zones où les particules ont été éjectées au même moment, évidemment, de la comète. Voilà. Donc les plus gros morceaux restent plus volontiers sur la trajectoire de la comète que les petits. Parce qu'il y a en gros deux forces qui agissent sur ces objets. C'est la force de gravitation du Soleil et de la comète, et deuxièmement, les forces de pression dues au vent solaire qui a tendance à plus déplacer les petites particules que les grosses. Voilà. Ici, vous avez les 6 noyaux de comètes pour lesquels on a des images faites par des sondes. Donc, ça a commencé par Halley en 85-86 jusqu'à Churyumov-Gerasimenko en 2014-2016. Donc, si on regarde ces 6 noyaux, donc vous avez la taille ici. Donc, le noyau de la comète de Halley est nettement le plus grand. Bon, il faut dire que les autres sont aussi toutes des comètes périodiques. Donc, chaque fois qu'elles passent près du Soleil, elles perdent 1 mètre ou 2 d'épaisseur, donc elles deviennent plus petites. Parce que la comète de Halley, bon, c'est aussi une comète périodique, mais elle a quand même une assez longue période, et elle passe quand même moins fréquemment près du Soleil. Bon, on l'a déjà vu passer 30 fois près du Soleil. Elle a sans doute passé beaucoup plus près du Soleil, mais le noyau est quand même beaucoup plus gros que les autres. En général, voilà, vous avez 2-3 km de diamètre. On voit que la densité par rapport à celle de l'eau, c'est une fraction. C'est vraiment très petit, hein, c'est la moitié ou même moins, un tiers pour certaines. Et donc, pour cette comète ici, Ville 2, on a des échantillons de poussière qui sont revenus sur Terre. Et pour cette comète ici, Tempel 1, on a envoyé un impacteur pour essayer de casser la croûte parce que le Soleil altère la surface de la comète. Par contre, si on fait un trou, la matière dessous n'est pas altérée par le rayonnement solaire. Et puis, quant à la comète Churyumov-Gerasimenko, bon, tout le monde a suivi les trépidations de la sonde Rosetta et son petit impacteur, son petit atterrisseur Philae.
Donc, c'est sans doute la comète la mieux étudiée actuellement. Voilà. Ici, on a quelques comètes dans ce coin ici, par rapport à des astéroïdes, donc aussi photographiés par des sondes spatiales. Donc, on voit qu'il y a des astéroïdes qui sont très petits, aussi petits que des comètes. On voit qu'il y en a qui sont beaucoup plus grands. Hein. Ça, c'est déjà un gros astéroïde de près de 100 km de diamètre, de taille. Ce qu'on voit aussi, c'est que les astéroïdes ont aussi des formes bizarres comme les comètes. Hein. Par exemple, ici, on a l'astéroïde Braille qui semble avoir deux lobes, un peu comme la comète Borrelly ici, d'accord, ou la comète Churyumov-Gerasimenko, elle a aussi deux lobes. J'aime beaucoup cette image ici qui nous montre un petit peu l'albédo, donc la quantité de lumière réfléchie par les corps qui sont autour de nous, donc par la Terre. En moyenne, elle réfléchit 31% de la lumière solaire. La Lune, 12%, donc la Lune paraît beaucoup plus sombre. Et puis le corps le plus brillant du système solaire, c'est une lune de Saturne qui est extraordinaire, Encelade, qui renvoie quasiment toute la lumière reçue du Soleil. Et puis la comète Churyumov-Gerasimenko, voilà un peu l'aspect qu'elle aurait vis-à-vis de ces trois autres corps. Évidemment, la taille n'est pas respectée, mais la luminosité est respectée. Donc, la comète Churyumov-Gerasimenko est aussi sombre que des cendres dans une cheminée. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de la composition de ces objets. Alors, je ne m'étendrai pas extrêmement parce qu'il y a des gens bien plus capés pour vous en parler que moi, mais je vais refaire appel à mon jésuite suisse, de Suisse centrale, CISAT, qui a étudié pas mal les comètes et on lui doit ce dessin ici de la comète 1618 W1, qui est une comète non périodique. Et il a fait ces deux dessins à moins d'un jour d'intervalle, à un jour d'intervalle. Et ce qu'on voit, c'est que le noyau ici n'est pas du tout la même chose qu'ici. Et si on lit le texte qu'il a publié sur ce passage, pour lui, il a imaginé que cette comète s'est fragmentée et que de ce fait, les comètes, on savait donc qu'elles n'étaient pas de feu parce qu'elles n'étaient pas dans l'atmosphère, on savait donc qu'elles étaient lointaines et donc sans doute très froides, mais ce que ça a pris ici, cette observation de CISAT, c'est que ces comètes sont des objets certainement très très fragiles. Voilà. Alors on n'a pas la certitude que Jean-Baptiste CISAT a observé, puisqu'il observe avec une lunette, a observé la fragmentation de cet objet, mais enfin, en tout cas, lui, de ses observations, c'est comme ça, c'est ce qu'il en a conclu. Alors ici, j'ai mis deux spectres. Le premier spectre d'une première comète qui a été faite au monde, c'était par l'astronome Donati, un Italien qui a fait un spectre de la comète Tempel 2 en 1864. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des raies avec les anciennes dénominations des raies spectrales, alpha, bêta, etc. Lyman alpha, tout ça, c'était les anciennes dénominations des raies spectrales. Donc, on voit trois raies spectrales ici, voilà, dans ce spectre qui date quand même de 1864, premier spectre de comète. Les trois blondes correspondaient au jaune, au vert et au bleu. Et ici, j'ai cherché un autre spectre fait récemment, 1990, sur la comète, dernier passage de la comète Halley en 1900, après 86. Et c'est les raies du C2, donc du carbone diatomique, là dans la comète de Halley, avec les échelles en nanomètres ici, et ici dans une flamme d'acétylène. Et ce qui est absolument prodigieux, c'est la comparaison entre les deux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du C2 dans la comète de Halley. Et ça fait aucun doute, quand on voit comme ces deux spectres se matchent extrêmement bien. Alors évidemment, on n'a pas seulement observé du C2 dans les comètes. Juste avant de parler un petit peu des éléments dans les queues et les comas des comètes, on a toujours l'impression que dans le fond, c'est assez exceptionnel de trouver de l'eau dans l'univers. Bon. Si on prend ce qu'on a dans la galaxie, sur 1 milliard
d'atomes, ben, il y a presque 9 sur 10 qui sont de l'hydrogène. Bon, il y en a à peu près 1 sur 100 qui est de l'hélium, nettement moins d'oxygène et de carbone. D'accord. Donc, si on résume, l'élément le plus abondant, c'est l'hydrogène. Et le troisième élément le plus abondant, c'est l'oxygène. Et avec l'hydrogène et l'oxygène, vous faites de l'eau. Donc, les éléments pour former l'eau, les deux atomes pour former l'eau, l'hydrogène et l'oxygène, sont en fait dans trois des trois éléments les plus abondants dans l'univers. Si vous prenez toutes les roches, silicium, magnésium, etc., tout ce qui fait les roches, calcium, etc., ça représente très peu de choses dans la galaxie. Donc, je dirais ce qui est rare, ce qui est beaucoup plus rare, c'est les roches, mais l'eau, c'est beaucoup moins rare, en fait, si on prend la composition initiale dans la galaxie. Voilà. Si on prend les comètes, alors c'est un peu différent. Si on se dit l'eau, c'est 100. Si on prend 100 molécules d'eau, ben, combien il y a du reste? Ben, par rapport à 100 molécules d'eau, ben, c'est des abondances un peu moyennées. Du CO 23, du CO2 6. Donc en gros, il y a CO, CO2, et puis des molécules d'hydrocarbures, hein, style nitrine, méthane, etc. Voilà. Donc, ben, on voit que dans le fond, oui, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace d'eau dans les comètes, puisque ben, c'est des éléments, l'hydrogène et l'oxygène, qui sont quand même relativement abondants. Je rappelle que l'oxygène a été formé dans les cœurs des étoiles, hein. Il ne préexistait pas auparavant. Voilà. Ce graphique ici a été publié par la PI, donc la principale investigatrice du spectromètre Rosina de la sonde Rosetta. Catherine Alveg est un personnage de l'université de Berne. Elle a fait ce petit slide à l'époque pour montrer tout ce qu'on avait découvert dans la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc, vous avez des alcools comme l'éthanol. Vous avez l'éthanol qu'on doit utiliser dans ces trucs hydroalcooliques là, pour se frotter les mains. Donc, il y a aussi de l'eau. Ben, une partie de l'eau sur Terre via des comètes. Puis, il y a même, on a découvert quelques acides aminés simples dans cette comète. Donc, on a trouvé des molécules extrêmement complexes. Donc, il ne faut pas oublier que quand on boit de l'eau, dans le fond, eh bien, il se peut tout à fait, c'est même très probable, qu'une partie de ces molécules d'eau proviennent d'une comète. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous a appris, en quelques mots, ce que j'ai pu apprendre à mon niveau de la sonde, de la mission Rosetta? En gros, l'activité entre le max et le mime, parce que la Rosetta elle est en orbite autour de ce noyau de comète. Donc, quand l'activité min et max durant la mission, il y a eu un facteur de 1 à 100 dans l'activité de dégazage de la comète. Donc, ça veut dire que quand la sonde est arrivée, la comète ne dégazait pas beaucoup. Et puis, quand elle était à son périhélie, donc au point le plus proche du Soleil, elle dégazait 100 fois plus. Donc, voilà. Deuxième chose pour avoir une petite idée, chaque seconde, quand la comète est au plus près du Soleil, elle rejetait dans l'espace 800 litres de vapeur d'eau, mais 3 à 4 fois plus de poussière. Et donc, parce que quand la vapeur d'eau, le gaz en fait qui se sublime, agit comme de petits propulseurs et éjecte aussi tout ce qui est emprisonné, c'est-à-dire ces poussières. Et puis, la porosité de cette comète, c'est à peu près 80%, donc c'est un des objets les plus poreux qu'on n'a jamais détecté. La température de surface est au maximum de à peu près moins 50, donc une surface quand même toujours très froide. Donc l'enseignement de cette mission Rosetta, auparavant, il y avait dans l'idée de l'astrophysicien américain Fred Whipple qui a fait quelques publications scientifiques dans les années 50 sur les comètes, modèles de comètes, et qu'on a traduit un petit peu sous forme de modèle de boule de neige sale. Donc en fait, une comète, c'est beaucoup de glace qui enferme un petit peu de la poussière sombre. Bon, avec la comète Rosetta, on a une idée un petit peu différente. Semble-t-il, dans cette comète, il y a plus de poussière que de glace. Donc ce serait plutôt un tas de poussière maintenu par des glaces. Donc ce serait un peu différent. Donc, sans doute, les comètes contiennent énormément
énormément de poussière carbonique. C'est d'où leur couleur très sombre. Puisque si la glace en surface qui est brillante s'en va à cause de la lumière du soleil, l'activité solaire, évidemment, il reste plutôt ce qui est sombre. Alors, quelques mots sur la nomenclature de ces objets. Donc, ici, vous avez une comète, c'est la comète Hale-Bopp, donc on voit les deux queues. Là, c'est la galaxie d'Andromède. Et ici, ce petit objet-là, c'est un astéroïde. Donc, les astéroïdes, dans le fond, et le mot astéroïde et comètes, c'est des mots historiques. Comète, ça vient de coma, un mot grec qui veut dire chevelure. Donc, on peut imaginer ici qu'on a une chevelure féminine, une dame ici avec la tête et la chevelure. Et puis, astéroïde, ça vient d'un mot, donc ça, c'est un astéroïde. Hein. Tous les autres, c'est des étoiles, et là, il y a une galaxie. Donc, le mot astéroïde, c'est un mot plus récent, qui est un mot anglais qui veut dire d'aspect stellaire. Bon, on voit bien que si ça, c'est un astéroïde, et puis que ça, c'est une étoile, qu'ils se ressemblent. Voilà. Donc, historiquement, on nomme les comètes avec les comètes qui sont revenues au moins 2 fois, on les nomme avec un numéro d'ordre, donc un Halley de Encke, et puis un P pour dire qu'elles sont périodiques. Donc actuellement, il y en a 390 environ des comètes périodiques. Et puis les astéroïdes, ben, c'est la même chose. Une fois qu'on connaît bien leur orbite, aussi qui sont passés plusieurs fois près de la Terre, eh bien on les nomme 1, 2, etc. Voilà. Par contre, certains astéroïdes, comme Elst-Pizarro, on voit qu'il y a un numéro, comme les astéroïdes, mais on voit aussi qu'il y a un numéro avec un P, avec un slash, comme les comètes. Et donc, vous avez des objets qui sont apparus comme ça un certain temps, et puis finalement, après quelques années, ont pu développer une activité cométaire, et donc on la double dénomination. Quant aux comètes, comme la comète Ookey qui passe qu'une fois, elles sont notées C avec un slash, l'année de découverte, et puis un code dans l'année, à l'époque où on l'a découverte. Voilà. Actuellement, au 1er janvier de cette année, 386 comètes numérotées pour presque 10 fois plus de comètes avec des désignations provisoires. La majorité sont des comètes non périodiques. Donc, voilà. Et puis, à comparer, 400 donc, comètes périodiques numérotées et 500 000 astéroïdes numérotés. Donc, les comètes sont quand même des objets extrêmement rares. La Bible en matière de passage de comètes, c'est cométographie en 6 volumes. C'est fait par un astronome amateur qui s'appelle Gary Cronk, qui est un astronome américain. Il a fait ça pendant ses loisirs. Et ça a été publié par Cambridge University Press. Donc c'est la référence mondiale. Si, par exemple, la dernière comète Svan, la dernière comète Atlas, on a recherché si ce n'était pas le passage d'une ancienne comète, etc. Et la meilleure source d'information, c'est cométographie, donc de M. Gary Cronk. Voilà. On peut se demander, alors dans le fond, ici on a 3 objets. Donc visuellement, les comètes sont très différentes des astéroïdes. Hein. Les astéroïdes, pour les voir, il faut une petite lunette ou un télescope. Donc, c'est des points comme les étoiles. Par contre, les comètes, quand on les voit visuellement, ça ne ressemble pas du tout à un petit point. Par contre, si on va vers ces objets, donc ici, vous avez 3 objets. Il y a une lune de Saturne, un astéroïde et une comète. Donc, je ne vais pas vous faire le petit jeu, mais ça, c'est l'astéroïde Pallas. Ça, c'est la lune de Saturne qui s'appelle Hyperion, qui est quasiment un noyau de comète. Et ça, c'est le noyau de la comète Ville 2. Donc, ce qu'on voit dans le fond, c'est que ces objets, j'en ai mis 3. Il y a astéroïdes et comètes et lune de Saturne, mais en fait, cette lune est sans doute un noyau de comète capturé par Saturne. Donc, ces objets, dans le fond, ils sont à la fois très différents et semblables, je dirais. Je dirais que si on les avait si on les avait découverts avec des sondes spatiales sans les voir visuellement, avec les chevelures des comètes, depuis des millénaires, je crois qu'on les aurait mis dans la même famille. Et effectivement, en 2006, il y a 2 types d'objets dans le système solaire. Il y a les planètes majeures qui vont de Mercure à Neptune, et puis tout le reste, c'est des petites planètes, en français, minor planet en anglais. Voilà, donc il y a ces 2 types d'objets dans le système solaire. Donc tout ça, ça fait partie des petites planètes. Alors, d'où viennent ces comètes? En fait, si on met ici l'inclinaison de l'orbite de ces comètes et le nombre de ces comètes. Donc on voit qu'il y a 2 paquets qui se dessinent. Premièrement, celles qui sont dans
peu inclinés, donc qui se baladent dans le système solaire, dans le plan des planètes, dans le même sens de rotation que les planètes du système solaire, eh bien en fait, il y a déjà un gros paquet. Et ces comètes-là, si vous regardez quelles sont-elles, bah, c'est tous des comètes qui ont des périodes courtes. Et si vous prenez toutes celles qui ont des inclinaisons orbitales nettement plus grandes, donc premièrement, vous voyez qu'à partir de 30 degrés, l'inclinaison orbitale ne varie pas beaucoup. Il y en a à peu près la même chose qui ont 135 degrés d'inclinaison orbitale que 70. Donc 135 degrés, ça tourne dans l'autre sens. Hein. Et donc, ces comètes-là, si vous regardez qui fait partie de ces comètes-là, ben en fait, ce sont toutes des comètes à très longue période. Et donc, dans le fond, pourquoi les comètes à courte période ont des petites inclinaisons orbitales, leur orbite est peu inclinée dans le plan des planètes, et pourquoi est-ce que les longues ont toutes les inclinaisons? Bien, l'idée, c'est de se dire que ces courtes, alors ça, c'est les deux personnes qui ont eu ces idées, donc deux Néerlandais d'origine, Jan Oort et Gerard Kuiper. Donc, l'idée, c'est que les périodes courtes, donc qui sont dans le plan des planètes, viennent dans un réservoir qui est plan à ces planètes, donc la ceinture de Kuiper, qui devrait s'appeler d'ailleurs ceinture de Fernandez, puisque Kuiper, lui, a dit que cette ceinture devait exister, mais que Pluton aurait dû évacuer tous les objets de cette ceinture. Donc, selon Kuiper, cette ceinture ne devrait plus exister à cause de Pluton, mais on appelle cette ceinture de Kuiper. Par contre, dans les années 70, ça c'était dans les années 50, dans les années 70, l'astronome uruguayen Fernandez a expliqué qu'il devait y avoir une ceinture et avec des objets dont Pluton était dans ces objets massifs. Voilà. Donc, les périodes courtes viennent de cette ceinture de Fernandez-Kuiper et les comètes à période longue viennent de tous les côtés, donc d'un réservoir sphérique beaucoup plus distant, qui se trouve à peu près à la moitié du chemin aux étoiles les plus proches qui nous entourent. Voilà, bon, ça on va passer. Alors ici, vous avez une petite simulation grossière de ce qui s'est passé dans le système solaire depuis l'instant zéro, donc de formation des planètes géantes. Jupiter s'est formé assez tôt et 600 000 ans avant le présent. Bon, ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir exactement ce qui s'est passé, il y a beaucoup de scénarios. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au début, les planètes géantes ont fait des trous dans le disque où il y avait les planétésimaux qui ont donné les planètes. Et dans ces planétésimaux, les objets réfractaires rocheux étaient plus devant et les objets glacés plus derrière, pour une raison évidente, à cause du Soleil qui se trouve par ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les planètes ont eu des orbites parfois résonantes, en particulier Jupiter et Saturne, qui les ont fait migrer, alors sensiblement, hein, pas de 1% de la distance Jupiter-Soleil, mais beaucoup plus, nettement plus. Et donc, ces migrations des planètes géantes a conduit à bouleverser un tout petit peu ce petit monde. Donc, la majorité de ce petit monde a été éjectée du système solaire à cette époque. Les résidus sont dans le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper et la ceinture principale. Et la deuxième chose, ça a fait des mélanges. Donc, il y a des objets glacés qui sont dans la ceinture principale, ici, donc devant Jupiter, entre Mars et Jupiter. Et vous avez, comme celui-là, et vous avez des objets aussi rocheux qui sont plus loin. Et donc, effectivement, quand on aura observé suffisamment de ces objets, on va découvrir des objets on a découvert des objets rocheux assez proches du Soleil, y compris des comètes dans la ceinture principale d'astéroïdes. Et on va sans doute découvrir aussi des objets rocheux qui sont nettement plus lointains. Voilà. Alors, la problématique de l'eau sur Terre, donc l'idée c'est de savoir si dans le fond, une partie de l'eau est venue de l'impact de ces objets, puisqu'il y a eu beaucoup d'impact de ces objets sur la Terre, notamment dans la phase qu'on appelle le grand bombardement massif tardif, qui était il y a 3,9 milliards d'années. Donc ici, vous avez le ratio, le traceur de l'eau cométaire, savoir si elle vient de l'espace ou si elle est anthropique, c'est le rapport deutérium sur hydrogène. Donc
le noyau, l'atome d'hydrogène, c'est un proton avec un électron, puis l'hydrogène lourd, appelé deutérium, 2 parce que deux nucléons, donc protons et neutrons dans le noyau, et électrons. Et donc, on fait le rapport deutérium sur hydrogène, on peut le faire dans l'eau terrestre, donc on a cette fraction ici, je ne sais plus exactement quel rapport exact, et on peut faire ce rapport dans tous les objets, dans le fond, qu'on peut analyser. On peut faire dans les roches terrestres, on peut faire dans les météorites, on peut faire dans certaines chevelures de comètes qu'on observe, ou si on va in situ piquer des choses, eh bien, on peut aller aussi faire des analyses. Et ce qu'on voit dans le fond, alors on a beaucoup entendu que les comètes amenaient l'eau sur Terre, mais pas, mais après coup plus, enfin, etc. Ce qui est certain, c'est que ces objets ont été mélangés, il y a une grande diversité, et ce qui est certain, c'est que certains astéroïdes et certaines comètes et même météorites ont amené une partie de l'eau sur Terre. Ça, je dirais que ça ne fait aucun doute, même si, par exemple, le rapport isotopique deutérium-hydrogène de la comète Churyumov-Gerasimenko ne matche pas du tout le rapport isotopique deutérium-hydrogène dans l'eau terrestre. Voilà, donc on a deux certitudes. Une partie de l'eau des océans vient des comètes et des petits corps du système solaire, des météorites sans doute aussi. Et puis deuxièmement, l'impactisme conduira à la fin de notre civilisation. Sûrement parce que si on prend des périodes de 100 millions d'années, donc ici on a les périodes géologiques, le tertiaire, le crétacé, et là le pourcentage d'extinction des genres, c'est même pas des espèces, hein, c'est des genres. Et donc, on a en tout cas à 5 reprises, la moitié ou presque des genres d'espèces qui se sont éteintes sur la Terre de manière assez brusque. Et donc, on en a conclu à l'impact de ces objets. Alors, évidemment, sur une durée humaine ou quelques générations, il ne va rien se passer, mais sur des durées beaucoup plus longues de centaines de millions d'années, si vous regardez ces grandes extinctions, eh bien, elles ont eu lieu et sur des périodes de temps aussi longues, sans doute qu'on aura un objet nous impactant. Donc, la dernière catastrophe ici a été due à un objet de 10 km de diamètre. Hein. C'était l'impact dans Chicxulub, au sud du Mexique. 1 kilomètre, ça suffit pour faire de très très gros dégâts. Un objet rapide de 1 kilomètre fait déjà des gros dégâts. Là, c'était 10 kilomètres. Voilà, et je conclurai par cette belle petite phrase d'un astrophysicien français qui a beaucoup observé ces petits corps, mais ceux qui tournent autour des planètes géantes, notamment Saturne. C'est l'astrophysicien André Braic qui disait « Les petits corps du système solaire sont comme les parfums des femmes, il y a peu de matière, mais un maximum d'informations. » Ce qui, dans le fond, est tout à fait vrai. Voilà. Et j'encourage tous ceux qui le souhaitent de lire mon livre. Là, c'est sur les astéroïdes, mais enfin, c'est toute la même famille. Donc, il y a des illustrations de mon collègue ici, ami Pitch Coman, qui est aussi un jurassien et qui a illustré ce petit livre qui se veut tout à fait sérieux, mais avec des illustrations un peu humoristiques. Et ça explique un petit peu le parcours de comment on chasse les astéroïdes, qui les chasse, comment s'appellent-ils, pourquoi on les nomme, enfin, etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel Henry, pour cette conférence en fait très riche, et merci pour ce voyage interstellaire et stellaire dans le monde des comètes et des astéroïdes. En fait, je tiens à te féliciter en premier pour ce livre parce que je l'ai déjà vu et lu. Donc, c'est vraiment un livre voilà, qui est des beaux illustrations et voilà, qui montre bien la beauté des astéroïdes et des comètes. Donc maintenant, on va essayer de passer à la session des questions et voilà, des interventions. Si quelqu'un a des questions ou des interventions, on pourra l'avoir maintenant. Donc c'est pour 15 minutes. Donc, il y a quelqu'un qui a une intervention, une question à poser. Donc, il y avait des questions en fait sur le live. En fait,
il y avait des questions sur, par exemple, la différence entre comètes et astéroïdes, mais je vois bien qu'après, voilà, lors de la conférence, tu as expliqué bien la différence entre les deux. Je crois que si on les découvrait en passant à côté, on ne les distinguerait pas. Hein. Ah oui. Donc, Youssef, est-ce que tu as une intervention? J'ai un petit commentaire concernant la comète de Camden. Donc, je vois que Michel il a mentionné dans le papier qui a été publié avec nos collègues donc, sur les molécules observées dans l'infrarouge. Je veux juste mentionner que nous avons aussi observé cette comète-là en 2014 avec Trappist Sud, qui se trouve ici au Chili. Et nous avons détecté et calculé le taux de production des différentes molécules. On les appelle les d'autres molécules ou les molécules fils qui se produisent après ces molécules parents ou bien des molécules qui se trouvent dans l'infrarouge. Bon, je veux mentionner ça et nous avons publié ça dans un Procidine pour une conférence c'était en Émirat. Et donc, j'ai mis aussi le lien dans les commentaires si quelqu'un veut faire un coup d'œil sur cette comète-là et une publication. Donc, merci encore une fois, Michel, pour cette conférence. C'est vraiment c'était très riche et très bien. Merci, Michel. Merci à vous. Donc là, il y a une intervention de la part de Zahel. S'il te plaît, c'est un mic, si tu peux parler. Voilà. Oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai pas de questions, je voulais juste apporter un témoignage et mes remerciements à Michel Horry. C'est quelqu'un que j'ai connu vers les années 2006-2007 et je tiens donc à témoigner de son efficacité dans le travail, dans son amour pour la découverte, pour l'astéroïde et aux comètes. C'est grâce à lui que nous avons codifié l'observatoire de Camden dès 2007. C'était au cours d'un de ses premiers voyages. Nous sommes allés à l'observatoire, on a fait des observations, on a pu donc obtenir le code pour l'observatoire, le J43. Et donc depuis, vous connaissez tous le sujet de ce programme MOS. Et c'est en grande partie grâce à Michel Horry et son association qui ont évidemment fourni déjà la coupe opératoire, mais aussi grâce à l'acharnement de Michel qui, je dirais presque une nuit sur deux ou une nuit sur trois, et là à observer, à accueillir les données, à les dépouiller, les envoyer au Minor Planet Center. Donc merci Michel et bon courage pour la suite et plein d'autres découvertes pour toi et pour toute l'équipe. Évidemment, on ne passera pas sous silence ici aussi l'énorme apport de Claudine Riner, effectivement, pour ce projet MOS. Donc, merci à vous de faire fonctionner le télescope d'une façon aussi efficace et donc pratiquement sans arrêt, avec très peu de taux de pertes de nuit dues aux diverses pannes, mais vraiment très peu. Donc, merci bien et bon courage pour la suite. Merci. Donc là, il y a une autre. Merci beaucoup, Monsieur Ben Khaldun, pour cette intervention. Donc là, il y a une intervention par Monsieur Hassan Talibi. Donc, il l'a écrit en arabe, mais je vais la traduire en français, comme ça on peut la comprendre. Donc là, il pense que l'immense quantité d'eau qui est sur Terre est venue d'ailleurs. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres théories pour expliquer la présence de l'eau sur Terre? À part que l'eau est arrivée par l'apport cométaire. Bon, je pense que il y a des gens beaucoup plus capés pour répondre à cette question que moi, mais enfin, je vais dire ce que je peux dire. Voilà. Comme il y a eu des impacts massifs, il suffit de se tourner vers la Lune puis de regarder. Donc sur la Terre, il y a eu la même chose et
une bonne partie de ces impacts étaient des objets glacés. Donc, certainement que là, il est devenu de l'eau, ça c'est évident. Après, il y avait sans doute dans les roches terrestres de l'eau. Enfin, certaines roches étaient un peu hydratées. Enfin, il y a de l'eau, je pense, qui était aussi déjà sur Terre. Alors, la proportion de l'un et de l'autre, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie qui vient du ciel, ça c'est sûr. D'accord. Après, je ne sais pas si c'est la majeure partie ou la petite partie. Donc, mais il y a je ne sais déjà... pas si quelqu'un peut répondre à cette question, même un scientifique en pointe aujourd'hui, s'il y a une réponse à cette question. Je pense que cette question est toujours ouverte. Ouais. Bah déjà, il y a la réponse de Madame Chinawi qui a dit qu'il y a aussi le dégazage du volcanisme qui a contribué à la présence voilà, de l'eau sur Terre. Donc, il y a une réponse dans le chat privé. Ah, j'ai un petit commentaire concernant cette question-là. Donc, ici, donc, il y a la question, c'est exactement ce qu'il a dit Michel, donc la question elle est toujours ouverte. Il est toujours ouverte, oui. On ne sait pas que c'est, donc, mais la théorie elle est là, que de l'eau donc, qui vient de la comète. Il y a une autre théorie qui dit que peut-être la Terre elle était formée après le snowline et après, dans un moment, elle était émigrée. Donc, elle était émigrée dans cette position-là. Mais toujours, donc, la formation n'est pas des planètes aussi, d'autres planètes que la Terre. Donc, il n'est pas encore été bien expliqué. Il n'y a pas une solution qui, on peut dire, exacte sur la formation des planètes et toutes les planètes, on peut dire, et comment on se trouve aujourd'hui dans cette position-là. Il y a plein de questions. Et la question se trouve aussi pour d'autres planètes qui se trouvent autour sur d'autres étoiles qu'on s'appelle les exoplanètes. Donc là, toujours, la question toujours elle est ouverte, mais il y a une hypothèse et maintenant les astronomes ils travaillent sur ça pour comparer le DH ratio, le rapport entre le deutérium et l'hydrogène sur le comète, comme il a montré Michel, et on compare avec ce qu'on mesure sur Terre. Et il dit toujours, pour valider cette théorie-là, il faut qu'on mesure sur plein de comètes. Maintenant, on n'a que des dizaines de comètes, ça, ce n'est pas suffisant pour valider cette théorie-là. Donc, on a des mesures qui sont en accord avec quelques comètes et d'autres non. Donc, il faut qu'on utilise plus pour voir plus de mesures pour valider cette hypothèse. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est de faire ce rapport sur la comète Borisov, là, qui vient de l'extérieur, donc qui vient d'un système solaire externe. Donc, je ne sais pas si c'est possible, hein, parce qu'elle n'est pas très brillante, oui, mais, exactement. Je pense que ce sera un rapport qui sera très intéressant. Je ne sais pas si c'est fait, si ça non, ce n'est pas fait parce que c'était déjà difficile. D'abord, pour mesurer ce rapport-là sur les comètes, c'est déjà difficile parce qu'on a besoin de la comète très proche de nous pour voir distinguer les spectres de deutérium et de l'hydrogène. Donc, Borisov est un peu faible et ça, c'est une autre possibilité aussi. Peut-être l'eau, donc il vient des objets qui sont interstellaires, peut-être pas sont formés dans le système solaire. Et ça, c'est une question aussi, mais il faut qu'on utilise ces objets-là. Donc, ces objets sont rares. Donc, maintenant, il n'y a que 2 et on n'a pas beaucoup de mesures sur ça. Donc, nous avons besoin de beaucoup de mesures sur ces objets-là pour valider cette hypothèse. Donc là, merci Youssef et Michel pour cette intervention. Il y a une autre question par Quentin, tu peux parler? Voilà. Voilà, Quentin. Oui, salut. Alors, je vous remercie, Monsieur Michel. C'était vraiment intéressant, surtout pour une personne qui n'a aucune relation avec ce domaine. Alors, je suis radiophysicienne et je suis tellement intéressée parce que vous avez déjà présenté. J'avais presque la même question précédente et j'aimerais bien savoir le mécanisme qui se cache derrière. C'est vrai que vous avez essayé de bien répondre et vous avez dit que la question reste toujours ouverte, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous rajouter, surtout pour une personne qui vient de savoir qu'une grande partie d'eau qui existe aux océans, ça vient des comètes. Donc, merci. Ok, bon. Alors, donc d'une part, l'eau est assez universelle, contrairement aux roches. Hein. Finalement, si vous enlevez les objets gazeux dans l'espace et les nuages de gaz,
dans le fond, il y a beaucoup plus de glace que de roche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'eau est sans doute un élément indispensable, un support indispensable à l'émergence de la vie. Donc, ça agit un peu comme un catalyseur, je ne sais pas trop. Et donc, il y a une dimension, je dirais, plus qu'affective, simplement liée à ce qu'on sait sur la vie et l'eau, quoi. Et donc, quand on parle d'eau, bah, c'est dans le fond, derrière se cache la vie. Et donc, c'est cette idée, voilà. Après, bon, si vous imaginez que la Terre s'est faite, pour qu'elle soit ronde, eh bien, il faut qu'elle soit très chaude au départ. Donc, pour pouvoir se déformer, il faut qu'elle soit chaude et malléable. Parce que si c'est un objet rigide, s'il n'est pas chaud, ben, il ne se met pas en boule. Parce qu'il peut se mettre en boule seulement s'il a la possibilité de se déformer. Et comment dire, les liaisons, il pourra se déformer un objet comme la Terre seulement s'il est très chaud. La gravité va le déformer facilement s'il est très chaud. Donc au départ, il était très chaud. En se formant, il était très chaud. Voilà, l'énergie gravitationnelle, en se concentrant, ces objets se font de la chaleur et finalement, alors si un objet est très chaud, on se dit, bon, s'il y a un peu de glace dessus, elle doit partir. Hein. C'est comme si vous mettez un peu d'eau sur une plaque électrique très chaude. Donc vous vous dites, si un objet au départ était très chaud, comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau qui reste dessus? Bon. Mais je dirais que ça, c'est un peu naïf parce qu'évidemment, la Terre s'est formée d'une manière beaucoup plus complexe. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Cette eau est indispensable à la vie. Cette eau est omniprésente sur la Terre. Et la Terre s'est formée avec des conditions initiales extrêmement chaudes en température. Et ça paraît un peu antinomique. Donc, je dirais que de se dire que il y en a un peu qui… Et puis, par ailleurs, on observe beaucoup de glace parce que les comètes ont des queues et sont visibles à cause de cette glace. Donc, d'un côté, on se dit, pourquoi pas faire le lien de l'un à l'autre, surtout que ces comètes se voient depuis la plus haute antiquité. Donc, l'homme a vu sans doute plus de 5000 passages de comètes, peut-être même plus. Et donc, voilà, il y a un lien avec l'eau et la vie. Donc, voilà. Après, le détail exact de comment est venue cette eau, où s'est formée cette eau de la terre ou du ciel, je dirais que le scénario n'est pas achevé, quoi. Donc, Michel, c'est la même question aussi pour les molécules organiques. Donc, aujourd'hui, voilà, j'allais en parler, Youssef, mais vas-y. Oui, il y a déjà une question sur ça, l'origine des premières cellules dans les comètes, mais vas-y. Oui, donc je pense que c'est la même question pour les molécules organiques qui se trouvent sur Terre aussi. Mais je vois ici la question de Zina, si la hypothèse pour la formation de la première celle sur les comètes. Mais ça, c'est aussi dans le cadre de l'explication comment les planètes étaient formées et comment les comètes étaient formées. Donc, c'est pour ça aujourd'hui on observe avec les radiotélescopes donc les étoiles, les protoplanétaires redisques qu'on appelle, les systèmes solaires qui sont en train de formation et de l'observer et les interpréter pour pouvoir expliquer comment notre système solaire était formé. Donc, il n'y a pas une question, il n'y a pas une réponse exacte sur cette question-là. Donc, toujours, les astronomes ils essaient de comprendre le processus qui était le système solaire, qui était donc, je veux dire, qui était take into account the information of the solar system. So that's what I mean. So the question is not yet answered. So we still observing many protoplanetary disks just to understand how the planet get formed. And recently, ESO telescopes get observed a planet under formation. This is really important. So if we understand how the planets and the small bodies formed around another star that's far away from us, so that will be easy for us to understand the formation of our solar system, because it must be some similarity between the systems. C'est déjà toujours comme ça, en fait, on part toujours du loin pour comprendre un petit peu le tout près. Donc, c'est un petit peu la légende. Et en même temps, on continue notre investigation sur
sur les comètes et on le compare avec les planètes. Parfois, on compare avec Mars et avec d'autres planètes, juste d'essayer de trouver le lien entre ces petits corps du système solaire, parce que ces petits corps du système, ils gardent la matière première après la formation du système solaire. Et maintenant, si on fait les liens, avec les isotopes et aussi avec d'autres techniques, isotopic ratio, il est toujours l'idée de voir la consistance entre ces mesures sur ces comètes et notre planète, et essayer de voir les liens. Donc moi j'aurais une dernière, parce que déjà on est arrivé à la fin de la conférence. Il y a une question de la part de Mourad, mais d'abord je vais juste faire une intervention. Des fois, j'aime des fois faire la chasse des météorites, dans le désert et tout ça. Et cette histoire de chasse de météorites,